Bonjour. Notre monde est analogique, mais les microcontrôleurs sont purement digitaux, comme on l'a vu. Il nous faut donc des convertisseurs, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, les convertisseurs analogiques digitaux qui existent dans la plupart des microcontrôleurs et qui sont faciles à mettre en œuvre. Les convertisseurs digitaux analogiques et avec Arduino, le Digital Write sème un petit peu la confusion. Et on aura encore un petit peu de temps pour parler de la mémoire EEPROM qui existe dans tous les microcontrôleurs. Alors comment fonctionne un convertisseur? C'est un circuit assez complexe qui va, par itération, lire le signal ici entre 0 et 5 volts, et puis calculer les bits, typiquement en disant est-ce que c'est supérieur à la moitié de la tension, supérieur au quart de la tension, ce qui reste, etc. L'ordre Arduino Analog Grid permet d'obtenir une valeur 10 bits en faisant travailler ce convertisseur. Et ça nous intéresse d'avoir plusieurs entrées de conversion. Et c'est avec un multiplexeur que l'on va sélectionner une entrée. Donc on pourra faire une mesure à la fois en sélectionnant ici AN0, AN1, AN2 et démarrer la conversion, obtenir un flag disant que la conversion est terminée. Alors les convertisseurs usuels ont 10 bits. La précision, 10 bits, c'est 1 pour 1000. Elle dépend du câblage. On a facilement des parasites, des influences de l'horloge du processeur sur les entrées des signaux analogiques. Sur Arduino, on a 6 pins qui peuvent lire les valeurs. Et puis, la mise en œuvre est très facile, puisqu'on va définir une valeur lue. On va définir une valeur utile, puisqu'en général, ce n'est pas le domaine de 0 à 1024 qui nous intéresse. Dans ces valeurs analogiques, il y a un domaine plus étroit. La valeur lue, c'est analog read du canal AN0. Il n'y a rien à initialiser dans cette procédure analog read. Il va déjà y avoir le setup pour modifier la pin d'entrée en entrée analogique. Il faut bouger des aiguillages à l'intérieur du processeur, naturellement. Donc on déclare une valeur lue par le convertisseur, une valeur utile qui nécessitera en général une petite transformation. La valeur lue, c'est la valeur analogique, 10 bits, et la valeur utile, je peux l'obtenir avec cette fameuse fonction map que l'on avait vue, en disant, c'est la valeur lue, mais transformée en disant l'espace de min A à max A, valeur analogique, est converti dans une fourchette min V à max V, valeur utile. Il y a des choses un petit peu compliquées que l'on ignore en général. Vous avez une tension de référence à l'intérieur du convertisseur, qui en général est l'alimentation. Mais on peut modifier par programmation cette tension de référence pour avoir une valeur interne ou pour avoir une valeur externe sur une broche qui a été préparée par le microcontrôleur. Dans les processeurs de très bas de gamme, très bon marché, le convertisseur analogique numérique prend trop de place et on le remplace par un comparateur quand on a besoin d'évaluer des signaux digitaux. Le comparateur, vous pourrez le régler pour, par exemple, repérer un signal supérieur à 2,3 volts et ça n'offre pas autant de possibilités que le convertisseur analogique complet, naturellement. Dans l'autre sens, si on va aller du digital à l'analogique, vous avez la solution Arduino qui vous dit analog write, numéro de pin, et puis la valeur du byte qui va être convertie en valeur dite analogique. C'est en fait pas du tout un convertisseur digital analogique,
ça n'envoie pas une valeur analogique sur la pin, ça envoie des impulsions. On retrouvera ce PWM, mais si vous voulez avoir un signal analogique qui est 80% de 5 volts, donc 4 volts, eh bien, vous envoyez des impulsions à une fréquence de 1 kHz, par exemple, où vous avez 80% l'état 1, 20% l'état 0, et il y a une moyenne de l'énergie transmise qui correspond effectivement à une alimentation de 4 volts. Donc, pour obtenir vraiment un signal analogique, eh bien, ce signal PWM, on peut le filtrer en utilisant une résistance, un condensateur. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas expliqué au début du cours, parce que je crois que c'est plus clair maintenant de comprendre l'effet. Chaque fois que vous avez du 5 volts ici, eh bien, vous allez charger le condensateur. Chaque fois que vous avez du 0 volt, vous allez décharger le condensateur et vous allez obtenir un moyennage grâce au condensateur qui va se faire autour de 4 volts. Dans la montée, c'est avec 1 volt de différence à peu près qu'on charge le condensateur. Ici, ça descend plus rapidement puisque c'est avec 4 volts de différence que l'on décharge le condensateur. Alors, ce schéma a une certaine constante de temps. Si la résistance augmente, eh bien, ça va mettre plus de temps pour charger le condensateur. Si le condensateur est plus grand, ça va aussi mettre plus de temps. Donc, on a une constante de temps qui est le produit de la résistance par la capacité. Si on met 10 kΩ et 100 microfarad, eh bien, ça veut dire que le condensateur va se charger complètement à partir d'une impulsion positive dans environ 1 seconde. Je ne vous donne pas la formule exacte. Alors, 1 seconde, ça veut dire qu'effectivement, on va bien atténuer les variations. Mais par contre, si tout à coup vous avez un changement de PWM, eh bien, ça va mettre une demi-seconde pour descendre au niveau de 2 volts, par exemple. Alors, du point de vue programmation, si vous voulez, ça peut être très simple, puisqu'on a beaucoup d'éléments qui intègrent, qui n'ont pas besoin d'une tension continue. Vous voulez allumer une LED de façon proportionnelle, vous voulez faire tourner un moteur, eh bien, vous envoyez ces impulsions et c'est l'inertie du moteur ou la persistance rétinienne qui va jouer le rôle de ce filtre de la résistance et du condensateur. Alors, si vous voulez faire varier une LED, comme c'est un petit peu le gadget qu'on voit sur beaucoup de petites machines, la lampe ne s'allume pas en tout ou rien, mais elle augmente son intensité, diminue son intensité. Eh bien, après avoir défini quelle LED vous vouliez et d'avoir choisi une pin sur laquelle vous avez ce PWM, sur lequel vous avez cette instruction analog write qui peut agir, donc ça sera par exemple sur la pin 3 que l'on met en sortie. Maintenant, je peux écrire une petite boucle for qui va augmenter la valeur du PWM toutes les 10 millisecondes. Eh bien, on augmente de 1, donc en 2,5 secondes, on va passer de l'intensité nulle à l'intensité maximum. Et ensuite, on peut refaire la même boucle en décrémentant pour éteindre la LED. Donc, vous voyez quels sont les paramètres que l'on peut modifier. Le schéma interne d'un convertisseur digital analogique se fait avec des résistances. Vous trouvez des références sur Internet, naturellement. Ce schéma peut nous intéresser dans des cas pour, par exemple, brancher plusieurs interrupteurs sur une seule entrée, plutôt que d'avoir plusieurs interrupteurs qui utilisent plusieurs entrées. Ces convertisseurs n'existent pas dans les microprocesseurs. J'en connais un seul pour le moment. Peut-être que ça viendra à l'avenir. C'est
un circuit moins utile du point de vue programmation, puisqu'on a vu qu'avec le digital write, on peut programmer quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Si vous avez vraiment besoin d'un convertisseur digital analogue converter, il existe des petits circuits qui vous génèrent 2 canaux, par exemple. En rentrant l'information en série, on reparlera de cette norme SPI. Bien, disons encore 2 mots de la mémoire EEPROM que vous avez à l'intérieur de tous les processeurs, même des processeurs assez petits, ont une mémoire EEPROM qui ressemble à la mémoire flash dans laquelle se trouve votre programme, mais qui est un peu plus fiable en durée et beaucoup plus lente à l'écriture. Donc on trouve dans les processeurs 64 bytes, voire 2 kilobytes de cette mémoire effaçable électriquement. La durée de mémorisation de l'information est d'une dizaine d'années en tout cas. Le cycle d'écriture est très lent, 3 à 10 millisecondes par rapport à 1/5 de microseconde pour une écriture en mémoire vive. Le nombre de cycles est limité, 100 000 à 1 million. Vous direz, mais c'est beaucoup. Si vous faites une erreur de programmation et puis que vous trouvez dans un cycle où vous écrivez toujours sur la même mémoire parce que vous avez oublié d'incrémenter un compteur, eh bien, en quelques minutes, vous aurez exécuté les 100 000 cycles qui font que votre position mémoire aura perdu sa fiabilité. Alors, la lecture est normalement rapide. Le principe de fonctionnement, c'est un condensateur. Et ce condensateur est isolé. On arrive avec des tensions supérieures à faire migrer des électrons pour charger ce condensateur ou pour le décharger. Donc c'est pour ça que le processus est relativement lent. Et puis un condensateur, même s'il y a une résistance extrêmement élevée ici, qui le court-circuite, eh bien il va se décharger quand même en quelques dizaines d'années. Alors c'est très facile d'utiliser cette mémoire morte. Même du point de vue interne du microprocesseur, il y a quelques instructions à respecter. Mais avec Arduino, par exemple, vous pouvez charger une librairie qui s'appelle EEPROM.h, que vous trouverez sans devoir installer quoi que ce soit. Et ensuite, vous pourrez écrire EEPROM-WRITE à une certaine adresse de l'EEPROM. Vous mettez une certaine valeur, et puis vous pouvez relire le contenu de cette adresse avec un EEPROM read. Alors, ces adresses, c'est à vous de les gérer. Vous savez que ça va de 0 à 1000, 2000, et vous devrez gérer votre petit espace mémoire pour savoir où vous a mis l'information. Donc, ce n'est pas comme avec les variables où le compilateur se préoccupe de gérer le plus efficacement possible les variables locales et les variables globales. Alors, il y a beaucoup d'applications pour ces EEPROM. Typiquement, vous faites des mesures météo. Vous allez stocker dans une mémoire EEPROM. Et si vous devez faire des mesures toutes les heures, naturellement que vous allez endormir votre processeur et le réveiller. Donc, quand il est endormi, il consomme extrêmement peu de courant. Et vous le réveillerez pour la mesure suivante. Et ensuite, quand vous passez dans le mode de lecture, vous lirez toutes les données qui ont été accumulées pendant plusieurs semaines. On utilise aussi, la mémoire EEPROM, pour mémoriser des paramètres qui ont été modifiés pendant l'exécution du programme, mais que vous voudriez retrouver comme paramètres de démarrage quand vous relancez le programme après une coupure de courant ou une interruption d'activité. Donc on vient de voir que les convertisseurs analogiques digitaux
existent dans les microcontrôleurs et sont faciles à mettre en œuvre. Les convertisseurs digitaux analogiques sont plus délicats et nécessitent de bien comprendre ce que l'on fait si on n'utilise pas des circuits extérieurs qui vont générer un signal analogique parfaitement stable. Et on a également vu que la mémoire EEPROM à l'intérieur des microcontrôleurs est facile à utiliser et très souvent utile dans des applications.